Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter avec la rédaction de Lyon Mag et nos experts l'actualité lyonnaise de la semaine. Et autour de la table, on retrouve l'ancienne élue lyonnaise, Karine Doniensos. Bonjour Karine. Bonjour. Et l'ancien élu écologiste à Lyon également, Étienne Tête. Bonjour Étienne. Bonjour. Et enfin mon confrère Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Allez, le sommaire avant de débuter, nous évoquerons durant cette émission les sujets suivants. OL Vallée et rooftop de la Part-Dieu, des temples de la consommation toujours compatibles avec la métropole des écologistes, des expropriations qui sont prévues pour le prolongement du T6 à la Doua. L'intérêt commun fait-il toujours des victimes? Étienne Blanc, lui, appelle à une candidature d'Éric Zemmour à la primaire LR. Est-ce le retour d'une droite dure à Lyon? Et enfin, à une semaine des élections régionales et départementales, peut-on enrayer la victoire annoncée de l'abstention? Après des mois de report à cause des confinements, de la crise sanitaire, 2 hauts lieux de la consommation ont ouvert leurs portes. C'était ce mercredi. L'OL Vallée à Dessines et Food Society sur le rooftop de la Part-Dieu. Vous y retrouvez des restaurants, des loisirs et puis évidemment des objectifs élevés en termes de fréquentation. 3 millions de visiteurs par an espérés à OL Vallée, des dizaines de millions pour la Part-Dieu. Alors comme je le disais, ce sont des projets privés qui ont été lancés forcément bien avant la victoire des écologistes. Étienne, ces temples de la consommation, est-ce qu'on peut imaginer que ce sont les derniers à voir le jour maintenant que les écologistes sont au pouvoir? Je ne suis pas prophète, je ne peux pas vous dire si ce sont les derniers, mais en tout cas, ça fait rentrer sur le marché des éléments extrêmement importants et on doit repenser aujourd'hui le consumérisme, donc la consommation, pour éviter effectivement d'être en gâchis, en création de déchets, etc. Et donc notre environnement ne nous permet plus de consommer comme nous consommions hier. Donc il aurait fallu utiliser d'ailleurs la crise du Covid pour repenser l'économie. On ne l'a pas fait, on repart en avant dans une économie traditionnelle. Les projets étaient partis, donc le débat n'est pas de ces projets en tant que temple de la consommation, même si sur OL Vallée on pourrait dire un certain nombre d'observations. Mais voilà, aujourd'hui il faut repartir sur de bonnes bases pour éviter d'être dans une spirale de dégradation de l'environnement. Il n'y avait pas de représentant de la métropole à l'inauguration d'OL Vallée, c'est Gérard Collomb qui a été applaudi. Vous pensez que Bruno Bernard et les écologistes sont mal à l'aise par rapport à ce projet? Moi je trouve ça très bien qu'il n'ait pas... je ne sais pas s'ils n'ont pas été invités, je pense qu'ils l'ont été par diplomatie, mais à mon avis, ils n'y sont pas allés, et à juste titre. Moi, je suis choqué de voir Madame Fautra, qui était contre le projet pour se faire élire, et elle n'a été élue que grâce à cela, puisque quand elle a eu son premier mandat, c'était effectivement une campagne très forte contre Hollande, et puis après, elle va inaugurer tout, et elle fait des risettes à Jean-Michel Aulas. Voilà, ces retournements de veste sont assez scandaleux. Karine, ce type de lieu apporte forcément de l'emploi, ça fait tourner l'économie. On est plus davantage face à des initiatives locales que face à des multinationales qui s'implantent dans ces lieux. Est-ce que vous pensez qu'il en faut toujours plus ou est-ce qu'on arrive à saturation dans l'agglomération? Moi, ce que je vois, c'est que les lignes bougent. C'est-à-dire que oui, ces projets s'implantent. Ça correspond déjà à la dynamique d'une ville comme la nôtre, d'une métropole comme la nôtre. Il nous faut aussi des loisirs pour bien vivre en ville et ils commencent à être pensés un peu différemment. Donc moi je vois la transformation aussi dans l'élan en cours et je suis plutôt optimiste quand je vois qu'en fait on a sur le rooftop prévu de la végétalisation, on parle de circuits courts, on parle aussi d'éthique, donc on est parfaitement dans les attentes du moment et finalement c'est quand même l'équilibre entre les deux, ça n'est pas tout l'un ou tout l'autre qui prévaudra. Concernant l'OL Vallée, on est là sur une extension de la ville à l'Est, et nous en avons aussi besoin. On a ce schéma, il faut prendre un peu de hauteur, de construction d'un espace urbain sur différents pôles de vie qui sont mixtes. Ça correspond aussi à cela, avoir des services à proximité pour éviter des flux de personnes d'un point à l'autre de la ville. Donc voyons aussi les choses de manière un peu positive. Et puis je crois qu'il n'y a pas eu tant de timidité que ça pour faire les inaugurations, en tout cas sur le rooftop. Raphaël, Karine a soulevé un point qui était intéressant, qui était celui de s'adapter au désir des écologistes. On voit que par exemple sur le rooftop, il me semble qu'il y a un restaurant qui propose du zéro déchet. Ça fait partie du cahier des charges désormais qui est imposé pour tous les promoteurs et les personnes qui portent des projets s'ils veulent le voir le jour un jour. Oui, Bruno Bernard, il a clairement affiché la volonté de ne pas casser la machine et d'adapter progressivement les différentes politiques à leurs priorités. Je trouve assez amusant de voir Karine Doniensos qui soutient cette évolution modérée et puis Étienne Tête qui trouve finalement qu'il manque un peu d'ambition.
vos amis Non, à la métropole. c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. J'ai dit les dossiers sont partis, c'est maintenant les nouveaux dossiers qu'il faut repenser pour pas effectivement... D'abord, on risque d'avoir un problème de concurrence, parce qu'au bout d'un moment, à force de manger, on voit bien comment la soie a été pénalisée par Confluence. Donc on ne peut pas non plus, ne serait-ce que sur le marché économique, lancer trop de choses. Deuxièmement, le problème de OL Valley ou de OL Land, quel que soit le nom, on change le nom parce qu'il a été dénaturé, mais faire de la concentration, c'est quand même du déplacement des personnes. Autant le projet de Lapardieu, c'est un point qui est par nature central. Là, c'est un point qui est relativement excentré, qui va générer le déplacement annoncé de 3 millions de personnes par an, c'est-à-dire, sur l'étude d'impact, elle s'est faite sur moins de 2 millions de personnes par an sur le site. Donc on voit bien comment on trompe les gens dans les études d'impact, et l'enjeu environnemental, c'est quand même une dégradation de l'environnement, et sur des salles de sport qui peuvent être très sympathiques, il y a des choses qui, effectivement... ne peuvent être lieu que là parce que c'est le seul exemple sur l'agglomération, mais il y a certaines salles de sport du site qui peuvent avoir lieu en proximité et qui auraient été mieux en proximité. Donc c'est un peu déséquilibré, quoi. Mais là, est-ce que OL Valley fait vraiment concurrence à Confluence? Est-ce qu'on n'est pas plus sur un bassin de population qui peut même aller jusqu'au nord Isère, où ces personnes-là ont quand même moins accès à des lieux comme ça? Je parlais de la soie. C'est-à-dire, ouais. il y a 10 ans, quand on a sorti un peu en même temps la soie et Confluence, on a vu que, d'une certaine manière, ça faisait patiner le système. Ouais. Voilà. Donc, on verra. De toute façon, on aura les chiffres. Mais ce qui est péjoratif dans le projet OL Valley, c'est la tromperie des citoyens. C'est-à-dire qu'on a fait une étude d'impact à 2 millions d'usagers par an du site, et en fait, on va en rajouter 3 annoncé, on verra si c'est vrai. Ça fait 5 millions, d'ailleurs on trompe les gens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'un certain nombre d'équipements sont assez spécifiques, et donc c'est logique qu'ils soient dans un endroit exceptionnel, hein, comme la vague pour pouvoir faire du surf. Mm-hmm. Et puis d'autres, ça reste du traditionnel, de haut de gamme, beau, mais traditionnel, et qui mérite mieux d'être en proximité. Allez, on avance sur notre second sujet. Cette semaine, le Citral a dévoilé le tracé qui était retenu pour le futur prolongement du tramway T6, qui ira des Hôpitaux Est jusqu'à la Doua. C'est donc toute la commune de Villeurbanne qui sera traversée. Forcément, ça va manquer de place par endroits, notamment dans des zones pavillonnaires, d'où des expropriations qui sont prévues avec des habitants à qui on va racheter un bout de jardin, leur muret. Étienne, vous avez défendu des personnes qui ont été expropriées. Dans le même temps, vous êtes pour les modes doux à Lyon. Vous vous situez où par rapport à ce projet? Ah, mais de façon extrêmement claire. Il y a 2 choses différentes, c'est l'intérêt général et le prix d'indemnisation des expropriés. C'est 2 choses totalement différentes. On doit pouvoir exproprier pour, quand il y a un vrai motif d'intérêt général, un tramway peut l'être. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est que progressivement en France, on exproprie pour des projets privés. Et ça, c'est déjà le détournement de la procédure qui est scandaleux. Mais, dans tous les cas, que ça soit d'intérêt général ou pas, on spolie les expropriés. Et ça, c'est un scandale permanent, quel que soit le dossier, en matière d'expropriation. Alors, je peux vous expliquer pourquoi on les spolie, mais pour vous donner simplement un exemple peut-être le plus caricatural de ma carrière, et Dieu sait que j'en ai vu des dossiers, j'en ai des piles comme ça pour vous donner des exemples. On a réussi à exproprier à 1 euro symbolique 6 000 m² de terrain en plein centre de Villeurbanne, constructible, revendu à un promoteur par la métropole de Lyon, 6 millions d'euros. Voilà, ça c'est... Là, on a spolié effectivement la famille Laya, hein, parce que c'est pas M. Laya, c'est sa famille, là, des terrains qui étaient quasi constructibles, à 1 euro du mètre carré. Hein, et il faut savoir que la totalité des expropriations a représenté plus que le projet lui-même d'OL Land. Et des gens qui ont été totalement spoliés. Et ça continue. Et comment on y arrive? Mais par des lois scélérates. Alors, je peux vous expliquer pourquoi les lois scélérates, mais c'est quand même, aujourd'hui, hein, le seul cas où vous avez un terrain, on vous prend un terrain de 10 000 m² et on va vous dire ça vaut 1 euro. Ça vaut moins de 10 000 euros sur le plan. Pour se défendre, il faut prendre un avocat. C'est le seul cas où vous êtes obligé d'avoir un avocat pour faire
les procédures, la procédure administrative pour vous défendre, la procédure civile, on vous oblige 2 juges, on vous oblige des avocats, c'est un scandale de procédure. Donc les gens se sont radicalement spoliés en matière d'expropriation. Moi je dis une simple chose, quand c'est l'intérêt général, on paye le vrai prix parce que les gens n'ont pas à payer un deuxième impôt. C'est l'impôt collectif qui doit payer les projets d'intérêt général. Karine, vous êtes d'accord avec Étienne Tête sur le fait que si on propose le prix juste, on peut accepter d'avoir un tramway qui passe dans son jardin ? L'expropriation est toujours quelque chose d'assez violent puisqu'on vient sur l'intime, la propriété. Et en effet, il me semble que tout dépend de la manière dont c'est fait. Que l'intérêt général s'impose à l'intérêt personnel, ça me paraît une évidence. Et c'est ainsi que l'on crée des communs et qu'on peut ensemble vivre. Mais tout dépend comment est faite la concertation, tout dépend la valorisation en effet de l'expropriation, et tout dépend aussi de la compréhension de la finalité du projet pour lequel on est exproprié. Il faut donner du sens à tout ça. Je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que les questions se posent, que dans la mécanique même de l'expropriation, qui est une nécessité lorsque l'on veut, encore une fois, changer les périmètres d'une ville par rapport à des grands projets. Donc, je rejoins effectivement partiellement Étienne Tête sur le fait qu'aujourd'hui, il faut être plus juste lorsque ces opérations se font, les accompagner, les expliquer, mais elles sont nécessaires et implacables. Raphaël, on a parlé la semaine dernière du téléphérique ou télécabine, on ne sait pas trop comment l'appeler. Aujourd'hui, on parle du tramway et on retrouve les mêmes sujets, des soucis sur la concertation, des soucis sur les tracés, des soucis sur la vie des gens qui va être changée potentiellement négativement demain si ces projets voient le jour. Finalement, il y aurait que le métro qui pourrait satisfaire tout le monde. Il n'y a pas de solution de miracle non plus. Quand on fait un téléphérique ou un tramway, il faut bien le faire passer quelque part. Ils font le choix, effectivement, de privilégier beaucoup de petits investissements plutôt qu'un grand. Et Bruno Bernard nous l'a dit clairement, un métro, c'est 2 milliards d'euros. Ça veut dire que c'est soit le métro, soit les tramways, le téléphérique et tous les autres projets qu'on peut avoir en déplacement. Moi, j'ai toujours été dubitatif sur le tramway, parce que je trouve qu'un tramway qui fonctionne bien, c'est un train. C'est quand il peut aller vite, dans l'Est lyonnais, c'est très bien. Pour relier les périphéries, effectivement, ça fonctionne très bien. Mais en milieu urbain, dense, c'est pas particulièrement agile. Ça va pas particulièrement beaucoup plus vite que des lignes de bus, même électrifiées. Et ça pose des problèmes de voisinage qui sont importants. Et finalement, on dit toujours le tramway, c'est 8 à 9 fois moins cher que le métro, mais ça reste aussi 8 à 9 fois plus cher qu'une ligne de bus en site propre, qui rend à peu près le même service. On fait quoi alors ? Pas de tramway ? Des métros, des bus en site propre, ça fonctionne très bien aussi. Et le service est à peu près le même. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, j'étais à Bron, on avait un bus qui nous amenait tous les matins de la ligne D jusqu'au campus. Puis un jour, ils sont venus avec le tramway, disant que ce serait un progrès, etc., que c'était forcément mieux, que ça allait nous connecter au centre-ville de Bron, etc. La réalité, c'est que pour les étudiants, le tramway, c'est la galère. Ça met plus de temps, c'est moins souple. On ne peut pas mettre 10 bus comme ils le faisaient aux heures de pointe pour transporter tous les étudiants. Donc en réalité, le service, il n'est pas vraiment supérieur en centre urbain habité. Je suis en partie d'accord, mais il peut y avoir je ne sais pas si les techniciens ont bien étudié tel dossier, mais des fois il y a des ratés, effectivement, de chaque choix. Je veux dire, est-ce qu'il fallait faire un tramway pour remplacer la ligne C3 ou améliorer la ligne C3 pour qu'elle soit plus en site propre partout, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des points durs qui n'étaient pas faciles à résoudre. Voilà, il y a un débat, le choix a été fait. D'autres auraient fait un choix de tramway ici, on verra à l'expérience si les choix sont bons, etc. Mais c'est vrai que c'est pas facile entre les bus en site propre, qui sont vraiment en site propre, qui gagnent essentiellement de l'argent sur les projets tramway, parce que ce qui coûte très cher dans les tramways, c'est qu'on est obligé de faire des déplacements de réseau dans le sous-sol. Et ça, c'est le point. Alors, en plus, les rames valent plus cher, bon, mais d'accord, mais elles durent plus longtemps aussi. Mais voilà, donc c'est vraiment ce point dur, et c'est vrai que quand on peut l'éviter, parfois, c'est une vraie discussion. Oui. Karine, vous voulez rajouter quelque chose pour conclure ? Oui, je suis d'accord avec cette vision de tramway qui rigidifie la ville, là où aujourd'hui la mobilité doit se penser dans la flexibilité et l'intermodalité ou le multimodal. Tout simplement parce que l'évolution de la vie en ville
est constante et de plus en plus rapide. Et c'est très difficile de se projeter à long terme, là où nous sommes sur des projets d'infrastructures qui prennent place de manière très enracinée, en fait, sans parler du côté esthétique. Donc, ces alternatives-là, il faut qu'elles soient bien étudiées et surtout, il y a des principes de base qu'il faut se donner et je pense que la flexibilité en est une, ce qui n'est pas forcément la qualité propre d'une ligne de tram. Je peux juste rajouter une chose. Allez-y. Une des contraintes aussi qui fait les choix et qui sont logiques, c'est le problème de la rupture de charge. C'est-à-dire que quand on a déjà eu une logique de tramway, on est des fois obligé d'être dans la prolongation. Parce que si on passe sur une autre technologie, eh bien, on est dans la rupture de charge. Et le pire pour l'usager, c'est la rupture de charge, parce que c'est là où il perd du temps. Je vous propose d'avancer sur le troisième sujet du jour, qui concerne la sortie inattendue d'un autre Étienne Blanc, le sénateur élu à Lyon, qui appelle de ses voeux la candidature d'Éric Zemmour à la primaire des Républicains en vue de 2022. Alors, autour de la table, vous avez tous connu la fameuse droite molle, entre guillemets, de ces dernières années, avec Dominique Perben, Michel Avart, qui n'étaient pas réputés pour des positions ultra polémiques. Est-ce que ça vous inquiète, Karine, par exemple, de voir l'opposition lyonnaise se revendiquer d'une droite zémourienne ? Ouais, j'ai l'impression surtout que chacun cherche à percer d'une manière la plus caricaturale possible et que ça en fait partie. Mais derrière cela, il y a des choses extrêmement importantes qui se jouent. La montée des extrêmes, ça n'est pas neutre. Il faut au contraire veiller les uns les autres à ce que nous revenons à des débats de qualité et un vrai dialogue avec les citoyens. C'est bien au-delà de ça. Là, on est dans du jeu politique et de la course à l'émergence pour marquer les esprits. Je trouve ça dommage et j'en reste assez quoi. Raphaël ? Oui, je ne sais pas pourquoi vous dites que c'est une surprise. Étienne Blanc, on a suffisamment d'ancienneté pour se souvenir que Étienne Blanc, c'est l'homme des accords entre Charles Millon et le Front National en 98. On connaît le combat d'Étienne Tête. Il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, Étienne Blanc, il va négocier avec Bruno Gollnisch, qu'on connaît bien, avec des Pierre Vial. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui était Pierre Vial en termes de radicalité d'extrême droite, ce que ça représentait. Et il n'est jamais revenu en arrière pour dire que c'était une erreur, qu'il ne fallait pas le faire. Ça a été assumé politiquement, ils avaient créé un mouvement politique derrière pour rapprocher l'extrême droite de la droite. Et en fait, ce qu'il dit aujourd'hui sur Zemmour, c'est ce qu'il disait hier. Il disait l'électorat de droite a choisi en gros des positions d'extrême droite, il faut s'en rapprocher ou disparaître. Donc il n'y a pas une grande surprise. La vraie question, c'est de rappeler à tous ceux qui se sont alliés à cette droite-là aux dernières municipales, c'est eux, ils l'avaient un petit peu oublié, peut-être. Et qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui si Gérard Collomb avait été réélu dans une majorité avec Étienne Blanc ? Et il n'aurait pas été un petit peu gêné par cette réconciliation d'Étienne Blanc avec ses positions passées ? Ce qui peut y avoir de surprenant, c'est que Étienne Blanc est une personne intelligente, on ne peut pas lui reprocher ça, et il a vu aussi Laurent Wauquiez flirter avec cet électorat et a vu que ça n'a pas marché. Il sait qu'à Lyon, le Rassemblement National et le Front National avant... Pourquoi vous dites que ça n'a pas marché ? Parce qu'au niveau des européennes, ça n'a pas du tout fonctionné et il a été chassé de sa famille. On va attendre politique. De voir les prochaines échéances politiques, mais Laurent Wauquiez, je pense qu'il est en situation de gagner la région sans trop de difficultés et que peut-être, effectivement, on se dira que c'est sa ligne politique qui est en situation de s'imposer chez les LR. Peut-être que c'est cette ligne politique qui a de l'avenir à droite. Et pour vous, l'électorat de droite lyonnais, la bourgeoisie lyonnaise, est réceptive à ce genre d'idée ? Ah non, mais l'électorat de droite de Lyon, il est plus à droite. Comme dans toutes les grandes villes. D'où la surprise de voir Étienne Blanc tenter ça. Étienne Blanc, la surprise, c'est plutôt qu'il se soit positionné de manière très centriste dans la campagne municipale, mais il n'avait pas tellement le choix. On n'est plus une ville qui penche durablement à droite. Étienne, racontez-nous un peu l'histoire de votre combat contre Étienne Blanc. Oui, non, mais ça, il a été bien raconté. Non, moi, je parle de l'avenir. Moi, je suis, au-delà de tout ce qui est dit, et qui partage totalement ce qui vient d'être dit, je veux dire... Zemmour, c'est quand même, excusez-moi, un pantin, un complotiste. Je veux dire, se rallier, faire rentrer dans le processus quelqu'un... Alors, on a le droit de faire l'humour sur les Verts comme on veut. Il n'y a pas de souci. Les Verts à l'envers. Voilà, on en a fait plein. Mais enfin, nous expliquer comme ça, avec le sérieux d'un polémiste, qu'il y a un accord entre les islamistes et les Verts, parce qu'ils ont la même couleur,
C'est-à-dire on fait quand même la même couleur que les petits pois, la même couleur que les petits personnages qui traversent pour avoir le droit de traverser au passage piéton. Et voilà, donc c'est les islamistes qui arrivent à chaque passage piéton, quoi. Voilà, donc il va sur une scène de théâtre, il est humoriste, il dit ce qu'il veut sur les Verts. Mais avoir un homme politique qui se veut sérieux et qui se rallie à un homme condamné, qui est un polémiste, complotiste, qui raconte n'importe quoi, moi je le trouve que ça le décrédibilise de façon définitive en politique. Et ça, selon vous, pour la majorité écologiste à la ville de Lyon, c'est du pain béni? Parce que ça ne prendra pas et parce qu'ils pourront être tranquilles face à une opposition... c'est que du jeu politicien, ça n'intéresse personne. D'abord, on fait sur l'échiquier politique, c'est plutôt des gens qui pousseraient Zemmour à être candidat pour affaiblir Marine Le Pen. Ce n'est pas du tout l'enjeu de mettre Zemmour dans le jeu politique de la droite traditionnelle. Voilà, c'est extrêmement clair. Voilà. Je vous sens tous atterrés, mais il n'y a personne qui me répond franchement sur est-ce que ça va prendre ou pas. Non. Enfin, moi, je ne le sens pas, mais je le sens pas. Ça révèle une bataille entre droites inconsistante et en effet, Éric Zemmour est un pantin qui se prend au jeu, un pantin qui pense avoir un coup de projecteur et quelque chose à jouer, mais il va faire, à mon sens, peu de chemin. Il se laisse prendre par la mécanique en place et par l'époque. Ce ne sera pas le premier. C'est une bonne question. Ce qu'on voit dans le temps long, c'est quand même que les positions de la droite radicale se renforcent en France depuis longtemps, que les dispositifs démocratiques qui ont été mis en place pour s'y opposer se retournent aujourd'hui en leur faveur. Typiquement, c'est le mode de scrutin à la région. On a créé une prime majoritaire de 25% pour éviter que le Front National soit en rôle d'arbitre. C'est cette prime majoritaire de 25% qui va peut-être permettre au Front National, sans avoir la majorité absolue, de gouverner demain la région PACA et peut-être 2 ou 3 autres régions. Donc il y a une montée du Front National qui est évidente. Il y a un plafond de verre pour le Front National jusqu'à présent, non, le Rassemblement National, pardon. C'est la famille Le Pen. Moi, je suis convaincu que tant que ce sera une entreprise familiale, elle ne pourra pas prospérer et arriver au pouvoir. Donc, il y a une recherche, et beaucoup de gens pensent ça, et donc à droite, beaucoup se demandent qui pourrait remplacer Marine Le Pen. Éric Zemmour, je ne suis pas convaincu qu'il n'ait aucun avenir. Un dernier mot alors, Étienne. Oui, le problème de l'échiquier politique sur les présidentielles, c'est quels sont les deux qui restent, puisqu'il n'y en a que 2 qui restent au deuxième tour des présidentielles. Le scénario annoncé par les sondages, c'est effectivement, et qu'organise Emmanuel Macron, c'est effectivement d'avoir comme seul adversaire Marine Le Pen, parce que tout le monde sera derrière lui pour éviter Marine Le Pen. Je ne sais pas pourquoi on accuse Macron. Si la gauche était unie, elle s'organiserait pour être présente au deuxième tour. Mais ça c'est vrai. La gauche ne sait pas répondre de son côté. Elle, la droite, cherche sa réponse effectivement pour se qualifier au deuxième tour. Donc elle cherche à affaiblir le Front National pour avoir des chances d'être le candidat contre Emmanuel Macron à la place de Marine Le Pen. Donc elle cherche des gens intermédiaires qui pourraient effectivement affaiblir Marine Le Pen pour être en face et là récupérer au deuxième tour toutes les voix du Front National qui n'iraient pas chez Emmanuel Macron. Voilà. Donc c'est ce jeu politique qui est en train de se jouer, bien sûr. Allez, il faut qu'on avance et on enchaîne avec notre dernier sujet, puisque dans une semaine, les électeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes seront appelés aux urnes. Il y a le scrutin, bien sûr, des régionales. Il y a aussi celui des départementales, pour tout le monde, sauf pour les habitants de la métropole de Lyon. Les sondages se suivent, se ressemblent. On semble connaître déjà le vainqueur des 2 scrutins. Ça serait l'abstention, qui pourrait largement dépasser les 51% du premier tour en 2015. Raphaël, première question, c'est la faute à qui ? La faute à peu de suspense d'abord, parce qu'on a une campagne qu'on annonce pliée d'avance. Donc pour que les gens se mobilisent, il faut que les gens se disent qu'il y a un enjeu. Déjà, les compétences régionales, c'est pas évident de considérer que c'est une urgence citoyenne vitale sur les premiers les derniers week-ends de juin. On dit ça, j'ai l'impression, sur tous les scrutins. La métropole, les gens comprennent rien. La région, les gens comprennent pas. Au final, il n'y a que la présidentielle que les gens semblent un peu imprimés. Non, je pense que l'année dernière, les scrutins métropolitains et municipaux, on ne peut pas comparer puisqu'on était quand même dans une période extrêmement
Enfin, avec la crise sanitaire. Voilà. Donc je ne sais pas analyser ça autrement que d'une manière exceptionnelle. Mais sur le scrutin des régionales, évidemment on est toujours dans cette période un peu compliquée. Et en plus, honnêtement, dans la région, on ne va pas faire se passionner les gens pour ce débat alors qu'ils ont le sentiment que c'est plié. Donc pour intéresser les gens, il faudrait qu'il y ait une dynamique qui se lève à gauche, peut-être un rassemblement, mais c'est trop tard, ils ne peuvent plus s'unir. Mais il faudrait qu'il y ait un candidat qui s'impose à gauche comme une alternative possible. Ou alors qu'on annonce peut-être une nouvelle forme d'alliance pour battre Laurent Wauquiez et donc une alliance entre la gauche et LREM. Là, ça changerait la donne. Là, ça intéresserait parce que du coup, il se passerait quelque chose et on se dirait qu'une alternance est possible dans cette région. Ouais. Mais comme on n'en prend pas le chemin, on ne voit pas trop ce qui peut se passer politiquement. Donc pourquoi les gens se passionneraient pour ce scrutin ? Karine, Étienne, un avis ? Il est certain que les Français ne comprennent pas leur organisation territoriale. On a beaucoup de mal à leur transmettre quelles sont les compétences des différentes collectivités. Ça, c'est une caractéristique très très forte et à chaque élection, on le confirme. L'intérêt des débats politiques, alors oui, est un autre facteur. Moi, il me semble que pour résoudre ça, et ça ne pourra pas se faire en une semaine, il faudrait que les débats se ramènent en proximité réelle avec les citoyens, que les campagnes soient peut-être aussi plus longues, parce qu'une campagne de 3 semaines, c'est flash. On n'a pas le temps de l'avoir passé, on arrive au temps des urnes sans comprendre finalement ce qui s'est dit, parce que la vie quotidienne prend le pas. Il faut aussi sans doute réinventer les mécaniques de vote. Le vote en ligne, ça peut être une solution. Évidemment, il y a des questions à résoudre pour que ça soit possible dans des questions, on va dire, de sécurité et de confiance. Mais ça, il faut que nous avancions là-dessus. Et puis l'obligation de vote, pourquoi pas ? Moi, je n'y suis pas fermée, bien au contraire. À un moment donné, le devoir citoyen, ça existe, ça devrait exister. Et tout ça, on ne le traite jamais. C'est-à-dire qu'on arrive d'élection à élection sans aller fondamentalement sur comment pouvoir enrayer ces phénomènes d'abstention qui nous emmènent ensuite à des représentations très partielles. Lorsque vous avez de nouveaux exécutifs qui arrivent, on se sent parfois un peu spolié aussi dans peut-être un désir qu'on aurait soi-disant exprimé sur un vote ou pas, et c'est dommage. Sur l'obligation de vote, c'est ce qui se fait dans de nombreux pays, chez nos voisins, par exemple en Belgique. Vous risquez une 50aine d'euros si vous n'allez pas voter. Étienne, est-ce que ça pourrait être une solution pour obliger les gens au moins à s'intéresser un minimum au projet, au programme, aux enjeux ? Alors, moi, je ne suis pas réticent. C'est pas un enjeu... C'est un sujet un peu tabou quand même en France. On en parle très rarement. Oui, ça existe en Belgique. Je crois que ça existe pour partie en Suisse. Donc, c'est pas antidémocratique, puisque de toute façon, les gens, ils votent après ce qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas de grosses difficultés à l'obligation de vote. En revanche, pourquoi la région va avoir un taux d'abstention très faible ? Pour deux raisons. D'abord, une raison institutionnelle, c'est qu'on a fait des grandes régions, donc elles sont encore moins visibles. Donc ça, c'était une erreur politique de faire des grandes régions. Je veux dire, quel est le point commun entre la Haute-Savoie et l'Allier ? Voilà, donc, quel est le point commun entre la Haute-Savoie et la métropole de Lyon ? Oui, mais au moins, c'était déjà plus clair. Les régions étaient déjà... Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a toujours été sur la simplification des strates administratifs. On était pour une seule structure entre le département et la région. Donc, il y a une structure en trop. Donc, ça c'est extrêmement clair. Et donc, il faut aller mieux trouver le bon niveau de surface et pour qu'il y ait en une seule fois un peu tout. Je veux dire, les strates entre les collèges, les lycées, etc. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la politique de Wauquiez a été invisible, mais c'est pas grave. Il sait très bien que moins on le voit, plus il a de chances de se faire réélire. Donc il n'a pas à gagner à se faire voir. Et il a mené donc une politique clientéliste, ça a été très bien démontré, de soutenir les mairies. Je veux dire, le taux de subvention par mairie, suivant son orientation politique, n'a pas été le même statistiquement. Donc il y a eu des vrais choix politiques de clientélisme. Voilà, donc il fait du clientélisme, on ne le voit pas. Donc les gens, ils n'en pensent pas du mal, puisque personne ne voit rien. Et donc, effectivement... Ils voient les panneaux bleus, quand même. Quoi ? Ils voient les panneaux bleus partout. Les panneaux bleus de la région. Oui, mais c'est juste... Oui, mais c'est de la communication. Voilà, c'est juste de la communication, qui d'ailleurs déséquilibre d'autant plus, parce que la communication institutionnelle devient extrêmement forte dans des campagnes de fait courtes où il n'y a pas de vraie campagne politique parce qu'on est en plein Covid, etc. Le Covid favorise les élus sortants.
Ça a été statistiquement démontré. Alors, il y a toujours l'exception Il y a l'exception qui confirme la règle, notamment la métropole. Mais l'exception qui confirme la règle à la métropole, c'est peut-être un peu la division du camp de Gérard Collomb aussi. Hein, qui on attendra la division du côté écologiste. Mais c'est vrai que Gérard Collomb... La division n'est jamais bonne. Si les écologistes se divisent, ils vont avoir de mauvais résultats. Et comme... Mais vous ne pouvez pas nier que si en face de Laurent Wauquiez, on avait des candidatures transcendantes, avec des vraies visions, avec des personnalités qui entraînent, ça aiderait quand même à susciter l'intérêt. Ah mais franchement, le PS, il pouvait prendre qui de mieux que Najat Vallaud-Belkacem en stock? Qu'est-ce qu'ils avaient de mieux? Donc ils ont quand même envoyé leur meilleure candidate possible. Oui, mais quelle vision a Najat Vallaud-Belkacem pour la région? Il est très difficile de faire valoir un projet. Oui. C'est quasiment impossible aujourd'hui. Vous pouvez avoir un très bon projet sans pour autant réussir à convaincre sur un acte de vote. C'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui ça se résume à des personnalités, à des jeux très simplistes en fait de discussion. C'est aussi un des oui, sujets. Puis Laurent Wauquiez fait une campagne intelligente, axée sur la sécurité, qui n'est pas sa compétence. Il a vraiment très peu de compétences. C'est très intelligent en effet. Mais du coup, il est très audible puisque personne ne peut lui répondre quoi que ce soit dessus. C'est pas une compétence. Et en face, c'est vrai qu'ils font une erreur, à mon avis, qui est de faire une campagne qui est trop technique. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils savent faire, qu'ils connaissent les compétences, qu'ils ont des propositions sérieuses. Et du coup, ils déroulent des projets qui sont longs, complexes, adaptés aux compétences de la région, c'est sûr, mais très peu audibles. Et même autour de la table, on a du mal à dire une idée qui résumerait la campagne de Fabienne Grébert ou la campagne de Najat Vallaud-Belkacem. Allez, on arrive au terme de cette émission. N'hésitez pas à vous intéresser au scrutin des régionales, aussi celui des départementales, si vous votez dans le Rhône. On en parlera la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end.